propos est en quelques minutes de vous présenter la formation Coach and Team, que l'on appelle aussi CT, formation CT. Dans les années 80, la pratique de mon métier de consultant, de formateur, de thérapeute et de formateur de thérapeute aussi, m'avait amené à fréquenter beaucoup les milieux anglo-saxons, au niveau des États-Unis, mais aussi en Europe. Et le terme de coaching, le concept de coaching devenait récurrent. J'en entendais beaucoup parler. Or, j'avais le souci de décloisonner des mondes qu'il était très, très segmenté. D'un côté, le monde du développement personnel, de la thérapie, et de l'autre côté, le monde de l'entreprise. Chacun se regardant avec méfiance et avec même une certaine appréhension. Et je me disais que c'est dommage, parce qu'en fait, le métier d'un accompagnateur, d'un responsable, d'un dirigeant, c'est de l'aider à la fois à se développer en tant que personne et en même temps de faire face à la complexité du monde, de l'écosystème dans lequel il se trouve. Et donc, le terme de coaching était une façon de décloisonner et d'unifier ces univers. Alors, finalement, en 86, 87 et en 88, j'ai lancé cette formation, donc Coach and Team, qui était la première en France à l'époque où ça n'existait pas. Le terme lui-même était presque inconnu. Et depuis, elle s'est bien développée, à Paris d'abord, bien sûr, mais ensuite, progressivement, dans plusieurs villes de province, également dans des pays francophones comme la Belgique et le Maroc. Et une équipe d'enseignants, un certain nombre d'enseignants se sont rassemblés après s'être formés avec moi et représentent ce que l'on appelle maintenant le collège des enseignants, et vous les voyez sur cette photo. On peut dire à ce jour qu'environ 2500 coachs ont été formés par cet ensemble, et à Paris, je dirais seulement au moins environ 1300, enfin les chiffres sont approximatifs. Et on peut dire aussi que cette formation a acquis une certaine notoriété et, je crois, une certaine image, parce qu'elle est organisée autour de 4 idées clés. Quelles sont ces idées clés ? D'abord, il s'agit d'une formation par et pour la complexité. Ensuite, d'une formation qui est générique, c'est-à-dire il s'agit de construire des personnes ou de les aider à se développer. Ensuite, il s'agit d'une formation qui vise à permettre aux personnes de trouver la posture spécifique du coach. Et enfin, cette formation vise à permettre aux acteurs qui s'y engagent de se construire ce que j'appelle une enveloppe culturelle minimale, faite de valeurs, faite de langage, faite d'outils, faite d'expériences, faite de théorisation, etc. Alors, ces idées clés sont importantes parce qu'elles sont au cœur de toutes les modalités de la pédagogie. Alors d'abord, en quoi ce souci de la complexité est-il pertinent ? Eh bien, les acteurs qui évoluent dans le monde du travail, dans le monde des organisations, ne peuvent pas échapper à cette notion de la complexité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas simplement dans du compliqué, c'est-à-dire dans des choses qu'il faut maîtriser, qu'on arrive plus ou moins à maîtriser, mais ils sont dans le monde de la complexité, c'est-à-dire ce que l'on ne peut pas contrôler, ce que l'on ne peut pas totalement maîtriser. On est dans un univers dont les caractéristiques sont vraiment des champs épistémologiques très différents entre la psychologie des profondeurs, le management, la sociologie des organisations, le business, etc. Et puis on n'est pas dans le domaine du rationnel seulement, il y a beaucoup de charges émotives, il y a beaucoup de nécessité d'intelligence émotionnelle, on est dans des niveaux logiques très différents qui se contredisent. En fait, on est dans des paradoxes et dans des contradictions et dans une incertitude colossale. Donc comment aider des acteurs à être à l'aise, sinon confortable, du moins dans cet univers de la complexité. Notre formation vise, par une pédagogie complexe, à les préparer à ça. Deuxième point, c'est une formation générique, c'est-à-dire que, bien sûr, on va doter les acteurs qui viennent se former d'instruments, de concepts, de méthodes, de procédures, etc. Mais surtout, et plus de 50% de l'attention est portée au développement de l'identité du coach. C'est-à-dire veiller à ce qu'il se construise, il sorte de son système de représentation et soit capable d'accueillir d'autres systèmes de représentation, d'autres cultures, d'autres métiers,
d'autres valeurs, d'autres enjeux. Hein. Donc, comment aider la personne à se doter d'outils, mais ne pas instrumentaliser, ne pas s'instrumentaliser et être vraiment dans une logique de croissance et de développement. Le troisième point, c'est l'attention particulière à ce qu'on pourrait appeler la posture du coach. Le coach n'est pas simplement un formateur, mais il est aussi un formateur. Il n'est pas un thérapeute, mais il y a consubstantialité entre le travail de thérapeute et le travail de coaching. Il n'est pas seulement consultant, il n'est pas consultant même, mais de temps en temps, il lui arrive de donner des conseils. Comment trouver au carrefour de tous ces métiers la posture spécifique du coach? Eh bien, c'est ce que nous cherchons justement à générer chez la personne, c'est-à-dire développer son attention à la qualité de sa posture, qui est une qualité particulière, avec un regard particulier sur les personnes accompagnées, individuellement ou collectivement, et qui vise à ne pas se substituer à la personne, qui vise à générer de l'autonomie, qui vise à regarder l'autre comme un champion, et à s'effacer et à mettre toute sa compétence au service du déploiement de la compétence de l'autre. Donc cette posture-là, c'est vraiment le centre de notre souci. Et enfin, je dirais, quatrième idée clé, il y en a d'autres, mais enfin, si je dois en sélectionner quelques-unes, c'est le fait d'avoir le souci d'offrir à la personne qui vient souvent d'un autre métier, un métier RH, un métier de conseil, un métier de stratège, un métier de formateur, à lui donner une enveloppe culturelle qui lui permette de comprendre les enjeux de ses interlocuteurs. Vous voyez ? Alors j'appelle ça l'enveloppe culturelle minimale. Hein. Elle est faite de valeurs, elle est faite d'expérience, elle est faite d'une capacité à avoir le souci du résultat sans négliger la qualité du développement de la personne. Et donc, ce travail-là qui s'adresse à des personnes qui vont accompagner dans du one-to-one, mais qui vont accompagner dans des équipes aussi, qui vont accompagner souvent un dirigeant avec son équipe qui a la charge de l'ensemble d'une organisation, eh bien, c'est les préparer à la complexité de l'intelligence collective. Si nous parlons maintenant un peu de quelques principes pédagogiques que nous avons élaborés au cours du temps, même si dès les premières promotions, les bases ont été jetées et nous les avons gardées, dans un livre qui s'appelle « Former au coaching » avec l'ensemble de l'équipe des enseignants, le collège, nous avons réfléchi et nous avons fait un inventaire d'environ 22 paramètres constitutifs de cette pédagogie qui est assez originale, même si évidemment elle se nourrit de théories de management, de théories du développement personnel, de réflexions sur la psychologie des profondeurs, sur la systémique, sur la sociologie des organisations. Pour en citer quelques-unes, nous insistons beaucoup sur la notion de pédagogie blanche. Ce terme est emprunté à Alice Miller, enfin que j'utilise à partir d'Alice Miller, qui dénonçait ce qu'on appelle la pédagogie noire, c'est-à-dire la pédagogie où les figures parentales, où les enseignants cherchent à ce qui ne va pas, tout le temps à critiquer la personne, sous prétexte pour leur bien, il faut les mettre sous pression, etc. Nous sommes vraiment dans une logique de pédagogie blanche, c'est-à-dire qui vise à identifier chez la personne ses qualités, la partie positive qui est chez elle, le champion ou la championne qui est là devant le manager ou la manager, et surtout à générer l'effet Pygmalion. Hein. On connaît l'effet Pygmalion, c'est-à-dire cette qualité du regard de l'enseignant qui voit chez la personne qui l'accompagne son potentiel. Il le voit dans sa capacité à atteindre et à réaliser des performances, mais il le voit surtout dans son potentiel. Pédagogie blanche, c'est tout à fait central. Un autre idée clé, c'est cette logique de constructivisme. Nous venons évidemment avec des bagages, avec des livres, avec des documents, avec des références, avec des expériences, avec des cas, avec tout un tas de situations que nous faisons vivre aux personnes, hein, de se coacher mutuellement, etc. Mais on est dans une logique plutôt de constructivisme, c'est-à-dire on va faire un chemin avec les personnes formées et on va avec eux, au fur et à mesure, tout en développant l'autonomie du groupe qui se forme, veiller à ce qu'ils co-construisent ce chemin et qu'ils trouvent leur sillon. L'idée n'est pas de leur dire, voilà, ce n'est pas une fabrique de clones, hein, c'est vraiment tout le contraire, c'est-à-dire d'inviter les personnes à découvrir, en fonction de leur âge, de leur passé, de leur identité, de leur métier d'origine, quel est le sillon qui est le leur. Hein. Donc une logique très constructiviste. Et puis, un autre principe de la pédagogie, c'est de constamment faire l'aller-retour entre la théorie et la pratique. Un coach doit être capable, en situation de métacommuniquer avec lui-même, c'est-à-dire de communiquer sur la façon dont il communique en permanence, et puis d'agir, hein, et en même temps de pouvoir tout le temps prendre le recul. Donc, théoriser sa pratique et pratiquer sa théorie. Voilà, en gros, les quelques principes de cette pédagogie, donc on pourrait développer longuement, mais que je ne fais qu'évoquer.
Alors maintenant, il s'agit de voir comment s'organise ce programme qui en général s'instaure sur environ 8 modules sur une année, avec des modules qui sont espacés de 2 mois. En gros, 4 vecteurs. Et ces vecteurs sont de niveaux logiques différents et de dynamiques tout à fait différentes. Et c'est ça qui génère cette complexité dans cette formation. Premier vecteur, le cursus. Il s'inscrit dans un programme en général étalé environ autour d'une année, avec 8 modules, chaque module étant de 3 jours, espacés ces modules de 2 mois, et ils sont très structurés, ils sont très organisés. Il y a un programme, il y a une focalisation sur chacun des modules, sur un thème particulier. Alors par exemple, le premier module, on invite les gens à faire connaissance entre eux, à constituer le groupe, à se préparer à constituer des groupes de pairs, et puis à faire déjà un tour d'horizon en hélicoptère de ce que va être la formation. Le deuxième module sera centré sur le coaching individuel avec toutes les techniques, etc. Le troisième, plutôt sur le team building. Je ne rentre pas dans le détail, vous trouverez ça sur le site, site de Transformance Pro. Mais ce qui caractérise chacune de ces étapes, c'est ce que j'appelle l'holomorphisme des modules, en ce sens que chacun de ces modules est un petit peu dans la forme du tout, et vise à permettre aux personnes à faire ce travail en ayant la perspective de leur sortie de la formation. Et dans tous les modules, il y a un temps d'entraînement, un temps d'apport, un temps de supervision. Les personnes s'entraînent à coacher, à être coachées. Coach dans une logique de géométrie variable. On travaille 2 par 2, on travaille 3 par 3, coaché, observateur. On va travailler en petits groupes. On va faire du one-to-one, du one-to-few, du one-to-many. C'est-à-dire qu'à chaque session, il y a au moins 6 coachs qui sont désignés pour le groupe et qui vont s'entraîner à accompagner le groupe. Ils vont recevoir des feedbacks sur le groupe. Donc ils vont être constamment dans cette fluidité qui est nécessaire pour vivre bien la complexité de l'entreprise. Voilà pour le premier vecteur, le cursus. Un deuxième vecteur tout à fait différent et d'une toute autre dynamique qui est représenté par ce qu'on appelle des groupes de pairs. Alors des groupes de pairs sont des groupes de 6 à 8 personnes, en général, qui sont totalement autogérés. Alors, ils se confrontent là à la vie d'un groupe qu'ils doivent constituer, organiser eux-mêmes, rencontrer le problème du leadership, définir un agenda, quel processus nous prenons, quel rythme nous avons, où est-ce que nous nous rencontrons. Et c'est l'occasion pour eux d'un travail très intense. Au début, ils voient ça comme une contrainte assez lourde, ils se voient au moins 2-3 fois entre les sessions. Mais au bout de 3 ou 6 mois, ils s'aperçoivent que ce temps consacré, quantitatif, devient tellement qualitatif que c'est plus vraiment un temps de ressourcement, au point même que souvent ces groupes de pairs sont pérennes et se prolongent au-delà de la formation. Certains, 3 ans, 5 ans, 10 ans après, continuent de se voir assez régulièrement. Certains ont constitué leur cabinet, d'ailleurs. Il y a bien une vingtaine de cabinets qui se sont constitués entre-temps. Et dans ces groupes de pairs, quand ils se rencontrent, en général, c'est une soirée de 3 ou 4 heures, parfois une demi-journée dans un week-end, ils se coachent mutuellement, ils font des fiches de lecture, ils se soutiennent, l'un présente sa plaquette, ils s'invitent dans leur entreprise, ils co-animent un séminaire, ils préparent l'examen, enfin, etc. Ils se téléphonent entre-temps. Enfin. Donc c'est une vie très intense qui, au départ, paraît un peu informelle et un petit peu incertaine pour les gens quand ils démarrent, et en fait, au bout de quelques mois, ils s'investissent très, très fort. Donc, très grande richesse. Ça leur permet aussi de pratiquer et de s'entraîner à ce qu'ils ont vécu dans le cursus. Voyez. Par la suite, ils vont même, dans ces temps de groupe de pairs, préparer la session qui suit, lire les ouvrages, enfin, bref, un travail qui prend des formes très multiples. Le troisième vecteur, alors encore d'un tout autre ordre, c'est ce que nous appelons le lieu thérapeutique. Et ça, c'est tout à fait central et c'est même non négociable. C'est-à-dire que si vous voulez faire une formation en coaching avec nous, ce n'est pas négociable. Nous sommes très, très exigeants là-dessus. Pourquoi ? Parce que pour l'exercice de ce métier, c'est très important que le coach professionnel ait vraiment un lieu où il va nettoyer ses lunettes, ou par même son pare-brise, parfois, parce que c'est un lieu tellement chargé d'émotions, tellement chargé de phénomènes transférentiels, que quand on coach des personnes d'une façon assez régulière et des équipes, on prend énormément de charges effectives, on prend un peu tous les singes, tous les problèmes de l'entreprise. Et donc, il est important d'avoir un lieu pour décharger ça, pour prendre du recul, pour être supervisé, etc. Donc, à minima, un lieu thérapeutique pour l'exercice de ce métier. Mais pour la formation elle-même, qui est un temps d'incertitude encore, un temps où, même si ça se fait dans la pédagogie blanche et dans un très bon climat,
au début, on est coaché par quelqu'un qui n'est pas très compétent, donc on sort avec la valise un peu ouverte. Parfois, on coach quelqu'un et on se rend bien compte qu'on n'a pas fait du bon travail, donc on le vit avec beaucoup de frustration. On reçoit des feedbacks sur la façon dont on a coaché le groupe, etc. Donc, c'est un lieu, c'est un temps qui est chargé d'émotions, d'affects, de déconstruction. Enfin, on est remis en cause. Et donc, c'est très important d'avoir un lieu de parole pour que le groupe lui-même didactique ne se transforme pas en un pseudo-groupe thérapeutique. Troisième lieu. Alors, pour ça, je ne rentre pas dans le détail, ça peut être un lieu de thérapie individuelle, ça peut être un lieu de groupe. En général, nous conseillons de faire les deux, d'avoir un thérapeute qui peut accompagner aussi bien dans cette dimension intrapsychique et relationnelle individuelle, mais aussi dans un groupe. Le quatrième vecteur, également d'un autre ordre, c'est le processus de certification. Tout au long de l'année, progressivement, et notamment à partir du mi-parcours, l'examen se profile. La formation n'est pas un lieu de consommation, on ne vient pas recevoir des bonnes paroles, simplement c'est un lieu où les personnes se mobilisent pour acquérir un diplôme qui n'est pas évident, qui n'est pas du tout, c'est pas un distributeur automatique, et il y a il y a beaucoup de bienveillance, mais il y a un niveau d'exigence important. Donc, en fin de parcours, il y a 2 jours centrés sur l'examen, avec également une formule assez originale, relativement autogérée et supervisée en même temps, et qui est une façon de sanctionner le niveau de compétence que la personne a acquise. Alors l'ensemble de ces éléments-là, ça fait un paquet de choses qui sont à absorber par les personnes en formation et qui doivent passer aussi par des lectures. Alors il y a en gros 5 livres très spécifiquement indiqués. Ils apparaissent sans doute sur cette photo, sur cette image. Ce sont des livres que j'ai écrits. Ils ne sont pas tous originaux, en ce sens qu'évidemment, ils empruntent beaucoup aux théories du management, aux différentes approches de développement personnel et de thérapie, et puis à la systémique, enfin, des éléments de sociologie des organisations, et beaucoup de management interculturel également. Et puis, évidemment, il y a une liste d'une 50aine de livres qu'ils ne sont peut-être pas obligés de lire, mais qu'il est bon qu'ils aient en référence. Donc, il y a un contenu assez massif. Il y a des livres très centrés sur le coaching, le team building et la dimension d'intelligence collective. Et il y a 3 livres, notamment, que j'ai écrits avec des dirigeants avec qui j'ai pu faire un parcours de 2, 3 ou 4 ans, certains, et qui témoignent dans ces livres du travail très opérationnel qui a été vécu et qui a été éclairé par ce travail d'accompagnement avec cette philosophie du coaching. Enfin, pour terminer, on me pose souvent la question de « Oui, mais enfin, votre formation coach intime, en quoi est-elle particulière? Est-ce qu'elle est meilleure d'une autre ?» Mon propos n'est pas du tout de polémiquer, ou ni même de me comparer, encore que, bien sûr, je suis toujours soucieux d'améliorer. Nous sommes, avec l'équipe d'enseignants, toujours dans une logique d'amélioration permanente. Mais ce qui est spécifique, je crois, c'est 3 ou 4 choses. La première chose, je pense, c'est son intériorité. C'est-à-dire que nous avons maintenant bientôt 20 ans d'expérience. Non, je dirais 22 ans d'expérience. Et donc, pour simplement parler de Paris, plus de 40 promotions qui ont été accompagnées sur des périodes de plus d'1 année. Enfin, vous voyez, donc des centaines d'heures de supervision. Et toujours cette intégration de la vie opérationnelle, parce qu'en tant que consultant et intervenant en entreprise, ainsi que mes camarades du collège, évidemment, nous apportons constamment cette expérience, pas seulement du didactique, mais du vécu très opérationnel. Donc une certaine antériorité, et je crois quand même une certaine notoriété. Je pense que cette insistance, la deuxième spécificité, sur la dimension générique. C'est-à-dire que vraiment, au terme de cette formation, des personnes deviennent coachs, mais pas tous. Beaucoup continuent leur métier en faisant du tuilage, en complétant leur métier en étant coach. Et puis d'autres gardent exactement le même titre sur leur carte de visite, mais ils font du coaching intériorisé. Ils se sont constitués une identité nouvelle. La troisième particularité, je crois, c'est cette insistance sur le besoin de développement personnel et sur le besoin de porter l'attention sur le fait qu'on doit se remettre constamment en cause. Et enfin, peut-être cette particularité, je crois, c'est d'être un coaching intégrateur. Intégrateur horizontal, parce que on va travailler avec des individus, on va travailler avec des équipes, on va travailler avec l'organisation, on va travailler sur des champs épistémologiques extrêmement variés, voire même souvent cloisonnés, entre la psychologie de profondeur et le management et le business. Il y a tout un champ à parcourir. Et le coach se doit d'avoir une culture ouverte à toutes ces dimensions. Et puis, intégrateur vertical, puisque nous cherchons à ce que le coach et les personnes qui donc entrent dans cette formation, unifient leur vie à travers ça,
leur vie professionnelle bien sûr, mais parfois aussi leur vie personnelle. Beaucoup témoignent de ce que dans leur famille, avec leurs enfants, dans leur couple, ou dans leur vie spirituelle, ou dans leur vie associative, beaucoup de choses ont changé. Voilà, en quelques mots, un tour d'horizon de présentation de cette formation Coach Intime.